Bonjour, séance numéro 2 sur les séries numériques. On aborde aujourd'hui les problèmes liés aux séries à terme positif. Alors, ce qui va être intéressant dans les séries à terme positif, c'est qu'on va avoir un résultat extrêmement fort. C'est celui qui permet de se contenter d'étudier, de comparer en fait une série à terme positif à une série usuelle pour pouvoir déduire sa convergence. Quand je dis comparer, on a différentes manières de comparer. On a les comparaisons les plus basiques qui soient, c'est-à-dire une majoration ou une minoration. Et puis on a des comparaisons plus évoluées, que sont les relations de comparaison, petit o, grand O, équivalents. Et en fait, on va démontrer un truc extrêmement important, c'est que si on arrive à démontrer que le terme général d'une série à terme positif est équivalent au terme général d'une série de Riemann, alors on pourra conclure immédiatement sur le comportement de la nature, sur la nature de la série positive qu'on est en train de manipuler. Alors attention, à partir de maintenant, donc UN est toujours une série à terme positif. Donc UN, le terme général, est toujours positif. En fait, il peut être positif à partir d'un certain rang, ou bien négatif à partir d'un certain rang, mais on ne va pas travailler avec les séries négatives, ça ne sert à rien. On va toujours supposer qu'elles sont positives, quitte à les multiplier par -1. Alors, le premier résultat extrêmement important de ce cours par compétence, c'est de savoir repérer une série de Riemann et de connaître son comportement. Ça, c'est un théorème hyper connu. Il y a la démonstration qui suit, que vous pourrez consulter si vous avez le temps. Mais c'est ce résultat surtout qui nous importe. Ce résultat-là, on peut l'utiliser tout le temps et vous verrez qu'il marche aussi pour les intégrales. Vous verrez ça l'année prochaine pour les intégrales généralisées. Donc, c'est un énorme théorème. La démonstration vient de la comparaison à des comparaisons d'air. Donc, au bout de quelques lignes, on arrive à démontrer que l'aire grise, donc l'intégrale entre k-1 et k de 1 sur t puissance alpha dt, elle est plus grande que l'aire du rectangle rouge, à savoir base 1 fois hauteur 1 sur k puissance alpha. Cet aire rouge qui se retrouve ici aussi, ce rectangle ici, qui est lui-même plus grand que l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. F étant la fonction 1 sur t puissance alpha. Donc cet encadrement-là, il permet d'obtenir cette inégalité-là. On part de k égale 2 à plus l'infini pour la suite. Et puis en sommant ces inégalités-là, on obtient cet encadrement. Donc on voit que la somme partielle, pour k partant de 2, est encadrée par deux intégrales. Ces deux intégrales sont deux R en fait, qu'on peut pour le coup qu'on peut calculer. Et donc dans le cas où alpha plus grand que 1, la suite Sn qui est déjà croissante va se retrouver majorée, donc va converger. Si alpha est plus petit que 1, elle va se retrouver minorée par un terme qui est en plus infini. Et si alpha égale 1, eh bien on est dans pareil que dans le cas le deuxième point, à savoir qu'on va minorer par une suite qui diverge à plus infini, donc la série va diverger. Mais on peut aller plus loin, on peut, grâce à l'encadrement, obtenir que Sn est équivalent en fait à logarithme népérien de n. Pour k partant de 2, ici, ou de 1, puisqu'à un terme près, puisque les séries divergent, ça ne change pas l'équivalent. Une remarque extrêmement classique, c'est que pour k partant de 1 jusqu'à n, cette somme qu'on appelle la somme harmonique, ou la série harmonique, la somme partielle de la série harmonique, eh bien, elle est équivalente au logarithme népérien, mais on peut plus dire plus que ça. On peut dire que la soustraction entre la somme partielle de la série harmonique et le logarithme népérien de n converge vers une valeur finie qui s'appelle la constante de l'air, qui s'appelle gamma, qui est un nombre transcendant. Voilà. Donc, vous pourrez, si vous avez envie d'avoir un petit peu de culture mathématique, vous pourrez regarder sur Internet tout ce qui a trait aux séries de Riemann. Donc, ça dépasse de loin notre propos. Mais en fait, donc on vient uniquement de traiter le cas pour alpha réel. En fait, on peut généraliser ce travail-là au alpha complexe et on peut trouver tracer le domaine du plan dans lequel les séries de Riemann complexes convergent. Pour alpha égale 2, remarque culturelle assez intéressante, Euler a démontré en 1743 que zeta de 2, donc la somme des carrés des inverses, pour k partant de 1 à plus infini, vaut pi carré sur 6. On peut démontrer ça de différentes méthodes. On peut en particulier, les démonstrations les plus élégantes utilisent ce qu'on appelle la théorie de Fourier, théorie des séries de Fourier. Voilà. Alors, ce théorème central étant mis en place,
on va pouvoir maintenant mettre en place toutes les techniques qui permettent de savoir si une série à terme positif converge ou diverge. Le propos à partir de maintenant, ce n'est pas forcément de calculer la valeur de la somme, c'est simplement de savoir si la série converge ou diverge. Alors, grand B, donc on continue le cours par compétences. Grand B, on voudrait étudier la nature d'une série sans S à terme positif. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on gagne énormément du fait que le terme UN soit positif pour tout n. Ça va nous permettre d'avoir de très très nombreuses techniques extrêmement faciles d'utilisation pour conclure sur la convergence de la série ou sa divergence. Pour l'instant, on ne sait d'ailleurs étudier que la divergence, si vous regardez bien, puisque on a le théorème de divergence grossière, mais on n'a pas de théorème de convergence. Eh bien, les théorèmes de convergence, ils arrivent maintenant. Tout part du constat suivant. Puisque UN est une suite positive, on l'a rencontré d'ailleurs dans la démonstration du grand A tout à l'heure, ça veut dire que Sn, c'est une somme partielle des n plus 1 premiers termes de la suite UN, et vous êtes d'accord que plus vous prenez de termes, plus vous ajoutez de termes, plus la somme partielle est grande. Parce que c'est une somme de nombres positifs. Ah, alors parce que ce sont des nombres positifs. Hein. Donc effectivement, pour étudier les variations de la suite Sn, on peut simplement faire Sn plus 1 moins Sn, et je ne sais pas si vous voyez tous, mais Sn plus 1 moins Sn, c'est une somme télescopique. Il ne reste plus que le dernier terme. Le dernier terme, c'est UN plus 1, petite erreur ici, pardon, c'est UN plus 1. Et UN plus 1 étant positif, on en déduit donc que la suite Sn, ici, elle est croissante. Alors maintenant, puisque la suite Sn est croissante, et qu'on veut savoir si elle converge, on n'a plus qu'à appliquer le théorème de la limite monotone. Et le théorème de la limite monotone, autrement dit TLM, il dit que toute suite croissante admet une limite. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ces notations avant, R bar. R bar, ça veut dire R, donc un nombre réel, union plus ou moins l'infini. R bar, c'est R union plus ou moins l'infini. On adjoint l'infini à R. Donc je dis simplement qu'une suite croissante admet une limite finie ou infinie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, puisque Sn admet une limite finie ou infinie, la seule manière de... le corollaire du théorème de la limite monotone qu'on utilise souvent, c'est de dire que si la suite elle est croissante et qu'en plus elle est majorée, alors elle va converger. Comme elle est déjà croissante, il n'y a plus qu'à démontrer qu'elle est majorée. Donc en majorant le terme général, vous pouvez tout de suite conclure sur la convergence de la série. Mais vous savez tous que le théorème de la limite monotone, c'est un théorème qualitatif. Il vous dit, si la suite est croissante et majorée, virgule, alors elle converge. Mais le majorant, vous savez que ce n'est pas forcément la valeur de la limite. Donc, vous n'allez pas trouver, grâce à ces arguments-là, vous n'allez pas trouver la valeur de la limite. Vous allez simplement dire qu'elle existe. Si la suite est majorée, la limite sera finie, donc la série convergera. Et si la suite Sn n'est pas majorée, alors la série divergera. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, la première idée qu'on pourrait avoir, c'est de majorer ou de minorer UN. Mais en fait, si vous regardez bien, moi, j'aimerais arriver jusqu'aux équivalents, parce que les équivalents, c'est plus puissant que les majorations et les minorations. Regardez ce qui se passe. Dire que deux suites sont équivalentes, ça signifie que leur rapport tend vers 1. Donc, ça implique en particulier que leur rapport il est borné. Donc, ça implique que UN est majoré, UN sur Vn est majoré par une certaine constante. Donc, ça signifie que UN est plus petit que cette constante fois Vn. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire que si une suite est équivalente à une autre, alors la suite est un grand taux de l'autre. Et d'ailleurs, on peut le faire dans les deux sens. Si UN est équivalent à Vn, alors UN est un grand taux de Vn, et Vn est un grand taux de UN. Mais grand taux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on majore. Et puisque tous les termes sont positifs, ça veut dire que si j'arrive à démontrer que la série des Vn converge, alors la série dominée converge aussi, d'après l'argument que je viens de vous donner. Donc si on a démontré que UN est un grand taux de Vn, et si la série des Vn converge, alors la série des UN converge aussi. Donc si jamais deux suites sont équivalentes, on va avoir à la fois que UN est un grand taux de Vn et que Vn est un grand taux de UN, et donc ça veut dire que
les deux séries vont avoir la même nature. Donc, elles vont ou converger en même temps ou diverger en même temps. Donc, c'est la première technique la plus importante et la plus puissante qu'il va falloir retenir. Pour démontrer que deux séries ont même nature, on va d'abord essayer de trouver un équivalent du terme général. Donc, technique B1, je vous la laisse écrire. On passe par les équivalents. Alors, je vais vous faire des démonstrations à l'oral, là, puisqu'on est en distanciel, je ne peux pas vous faire toutes les démonstrations. Mais je pense que ce que je vous ai dit est parlant. Vous pourrez le réécouter si jamais je suis allé un peu vite. Donc, première technique extrêmement importante. Si deux suites sont équivalentes, alors leur série, vous mettez un Vn ici, hein, vous avez dû voir qu'il y a un petit problème. Si Un et Vn sont équivalentes, alors les deux séries de termes général Un et de termes général Vn ont même nature, à savoir convergent ou divergent en même temps. Donc, c'est la technique fondamentale que j'aimerais que vous reteniez, donc vous mettez bien, s'il vous plaît, en valeur. C'est la première qu'il faut essayer. Quand vous avez une série de termes qui ne sont ni arithmétiques, ni géométriques, ni télescopiques, ou qui ne ressemblent pas à des développements limités, eh bien, vous serez obligé de commencer par un équivalent. Il faut d'abord trouver un équivalent du terme général pour analyser la nature. Donc, remarque 7, que j'ai dit à l'oral, mais que je vous fais écrire si vous voulez, ça ne permet pas de trouver la valeur de la limite. Ça dit juste que c'est la même nature. Alors, c'est parti. Regardons plusieurs exemples qui vont nous montrer à quel point on est super puissant grâce à cette technique. Alors, l'exemple numéro 11, on l'a déjà rencontré, parce que si vous vous souvenez bien, Ln, la série de termes général Ln de 1 plus 1 sur n, elle est télescopique. Mais alors, imaginez que vous ne le voyez pas. Imaginez que vous ne voyez pas. Bon, imaginez que vous vouliez appliquer la technique numéro 1. Vous dites Ln de 1 plus x est équivalent à x lorsque x tend vers 0. C'est bien le cas ici. Or, la série de 1 sur n, qu'est-ce qui lui advient? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici pile poil le terme général de la série harmonique. Donc, en appliquant le théorème de Riemann qu'on vient de démontrer, eh bien, puisque la série des 1 sur n diverge, alors la série des UN diverge aussi, d'après la technique numéro 1. Donc, c'est super puissant. Ça vous permet de démontrer que, sans avoir repéré la série télescopique, vous pouvez en conclure que la série diverge. Donc, vous commencez à voir qu'on a ouvert notre champ des possibles. On commence à ouvrir les champs. Là. On a le droit de quitter les séries usuelles pour étudier leur nature. Regardez. Monsieur, Oui, question. est-ce qu'on peut aussi dire du coup que UN est équivalent à Ln de n ou est-ce que c'est faux? Alors, UN n'est pas équivalent à Ln de n. Ah oui, pardon, que la série. Ah oui, c'est la série qui est équivalente à. Oui, pardon. Oui. Alors, oui, mais ce n'est pas un théorème que vous avez au programme de PT, si PT. Et effectivement, si les sommes partielles, enfin, si les termes sont équivalents, alors, dans le cas où ça diverge, c'est ce que je t'ai dit l'autre jour, dans le cas où ça diverge, les sommes partielles sont équivalentes aussi. Mais ce n'est pas le programme. D'accord, merci. Par contre, si les séries convergent, c'est faux. Alors, regardons le deuxième exemple. Allez-y. Donc, vous avez mis sur pause pour faire les exercices 11, 12, 13, 14. Si vous envoyez la correction, c'est maintenant. Donc, on va étudier la technique de l'équivalent pour toutes les suites qui vont suivre, qui sont toutes positives, au moins à partir d'un certain rang. Alors, pour la première, on repérait, rappelez-vous, cet exemple qu'on avait déjà traité d'une somme télescopique. Mais imaginez que vous ne voyez pas la somme télescopique. Eh bien, vous êtes plus fort que précédemment, puisque Ln de 1 plus U est équivalent à U lorsque U tend vers 0, ce qui est le cas ici. Or, la série harmonique diverge, donc la série des UN diverge. Pour l'exemple numéro 12, vous avez donc ici une somme qui n'est pas télescopique. Attention, erreur. On met les logarithmes népériens en un seul, on obtient un équivalent 1 sur n puissance n demi, qui est le terme général d'une série divergente d'après le théorème sur les séries de Riemann. Exemple numéro 13, attention à l'erreur de dire que arctan de n serait équivalent à n. On n'est pas en 0, on est en plus de l'infini. Donc arctan de n est équivalent à pi sur 2 en plus de l'infini. D'où ici, un grand taux de 1 sur n carré, on obtient le terme général d'une série de Riemann convergente. Donc, la série des UN, le terme général UN, converge. Exemple numéro 14, vous vous retrouvez avec ce terme-là. Alors, ce terme-là, le problème, c'est que si vous en faites un équivalent naïf,
vous obtenez un équivalent égal à 0. Et ça, vous savez que c'est un aveu d'impuissance du fait on doit faire un développement limité pour obtenir le terme correctif, qui serait après le 0 dans le développement limité. Donc, en faisant un développement limité de arcane à l'ordre de 3, on obtient ici un 1 sur 3 n puissance 5 demi, donc 3 ici. Ce terme est positif, donc ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, un est positive, et donc a posteriori, sans étudier forcément le signe, on aurait pu étudier le signe de cet objet-là, par une petite étude de suite, étude de fonction, mais sans étudier forcément le terme général de cette suite, eh bien, on peut donc démontrer que l'équivalent étant positif, cela signifie a posteriori que UN est positive à partir d'un certain rang. En effet, ça veut dire que le rapport entre ces deux fonctions, ces deux suites, tend vers 1, donc puisque le dénominateur est positif, c'est-à-dire que le numérateur sera positif, mais que lorsque n tendra vers l'infini. Moralité, on peut appliquer le critère à partir d'un certain rang, qui dit que, puisqu'IN est équivalent à le terme général d'une série convergente, alors la série des UN converge.